Donc en deux parties, une première partie centrée sur la multiperformance du côté de la production, et une deuxième partie plutôt centrée sur les consommateurs, ce qu'ils en comprennent. Il y a eu une question là-dessus tout à l'heure, et comment ils consomment ces produits. Donc, si je simplifie, j'ai pris l'exemple du carbone parce que pour ce qui est donc multiperformance, on entend performance économique, environnementale, sociale. Là, je prends l'exemple de l'indicateur qui est le plus étudié en tant que performance environnementale, l'empreinte carbone des produits. Et si je simplifie, avant String to Food, l'état de la littérature, c'était pour les indications géographiques, aucune étude. Et pour les produits bio, on avait quand même un certain nombre d'études, là, y compris plusieurs reviews méta-analyses. La première avait conclu à ce que l'impact carbone des produits bio était plutôt négatif, puis les trois suivantes, finalement, se refusaient de conclure, à la fois parce que c'était très hétérogène, et aussi parce que, en fait, les méthodes, très hétérogènes entre produits, mais aussi parce que les méthodes utilisées dans chaque étude étaient très hétérogènes. Et donc, ce qu'on avait proposé dans ce projet européen, c'était à la fois de couvrir une dizaine de pays européens, mais aussi d'utiliser la même méthode pour tous les indicateurs dans tous les pays, sur tous les produits, de manière à avoir une méthode homogène qui nous permettrait, on l'espérait, de réduire l'hétérogénéité et donc de conclure. Alors, on a conclu. Donc, ça a fait quand même une étude du coup sur les SICO, dont je vais vous présenter les résultats juste après, et qui conclut grosso modo pour cet indicateur-là, hein, le carbone. On va voir qu'il y en a d'autres, c'est pas pareil, que il n'y a pas vraiment d'avantage du point de vue de l'empreinte carbone. Dans une étude dont je vais vous présenter aussi sur le lait, là, on a trouvé qu'en rajoutant le stockage de carbone, on changeait un peu le résultat. Et puis surtout, depuis par contre le début du projet, il y a un certain nombre d'études qui sont sorties en se centrant cette fois sur les régimes. Et qui montrent que sur les régimes, on n'a pas forcément la même conclusion. Et notamment, comme il y a les régimes qui sont le plus intenses, on va dire, en signe de qualité, notamment, là, en l'occurrence, en bio, sont aussi moins intenses en produits animaux, notamment en viande. Et du coup, on a tendance, dans les régimes des personnes qui mangent le plus bio, à avoir aussi des régimes qui sont le moins impactants en termes environnementaux et en particulier carbone. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a produit, qu'est-ce que vous pouvez aller voir, l'idée c'est de vous donner envie. Un livre dans lequel on a un chapitre en fait pour chacun des produits étudiés dans ce projet, donc il y en a 26 en tout, où on a une description du produit, de sa chaîne de valeur, sa gouvernance, un tableau qui résume le cahier des charges et une évaluation de la performance de ce produit, une évaluation comparée avec un contrefactuel, une référence sans label, donc un produit qui ressemble beaucoup mais qui n'est pas sous label. Et donc ça se présente sous cette forme-là. Donc au niveau du 0, c'est la référence, puisqu'on évalue la différence en pourcentage. Donc là, vous avez le graphique pour le compter, comparé à de l'emmental sans label, pas l'emmental grand cru IGP. Et donc, dès qu'on est au-dessus, ça veut dire que le produit sous label a une performance supérieure. Donc là c'est le prix. Donc le comté, sans surprise, capte une prime de prix de l'ordre de 60% par rapport à l'emmental sous label. Et je ne vais pas tout détailler pour le compter, mais c'est comme ça que ça se lit. Alors, par contre, je vais le détailler pour l'ensemble des produits. Comment faut-il lire ce graphe? Alors, il y a un code couleur. On commence par l'économie en bleu, on a l'environnement en vert et on a la performance sociale en rouge. Et ensuite, chaque ligne correspond à un type d'indicateur. Vous avez le prix, la marge, l'export, les retombées économiques locales sur le territoire dont parlait Pierre tout à l'heure, etc. Et ensuite, c'est une boîte à moustaches classique avec les médianes, l'interquartile. Et en gras, vous avez ceux qui ont une différence significative avec leurs produits de référence. Donc, si je résume, quand on regarde le bleu, il y en a 3 sur 4 qui ont une différence significative et positive. Donc, on va dire dans l'ensemble, les produits sous label ont une meilleure performance économique. Le prix, on peut discuter, est-ce que c'est vraiment une performance, mais en tout cas, clairement, en moyenne, ils captent une prime de prix. Ils ont de meilleures marges, y compris
du côté des agriculteurs et ils ont des retombées locales significativement positives. Alors ça a l'air de pas grand-chose, là c'est 6% de plus que leurs équivalents conventionnels. Ça, il faut le comprendre de deux manières. D'une part, c'est que les produits alimentaires, ils ont tendance dans l'ensemble à avoir des grosses retombées locales. Parce que même quand on n'est pas sous label, quand on produit du lait, le lait, il ne vient pas de Pétaouchnok. Et le deuxième truc, c'est que 6%, c'est pas grand-chose, mais pour une filière comme le comté, par exemple, sur un calcul de coin de table, ça représente quand même 100 millions d'euros par an, de plus que si le comté n'avait pas son cahier des charges qui l'oblige à se sourcer localement. Donc 6%, ça peut être conséquent. Côté social, il y a aussi une meilleure performance sur certains indicateurs dont on a déjà parlé, notamment le pouvoir de négociation et l'emploi. Et puis sur l'environnement, par contre, là, il y a quelques indicateurs qui ressortent. La quantité d'eau utilisée un peu moindre et les food miles, donc la distance parcourue par les produits, là aussi un peu moindre. Par contre, sur les indicateurs, on va dire les plus attendus, comme la pollution de l'eau ou le carbone, là, on n'a pas de différence significative. Dernière chose qu'il faut remarquer, je pense, sur ce graphe qui est intéressante, c'est la taille des interquartiles et ça vous donne les extrémas. Donc, l'énorme hétérogénéité qu'on a sur ces produits, c'est normal parce que pour la plupart d'entre eux, chacun a son cahier des charges. Et donc ça, on peut le voir d'une manière positive. Ça veut aussi dire qu'ils peuvent apprendre des uns des autres, finalement, puisqu'il y en a toujours qui arrivent à avoir une très bonne performance. Ça tombe bien, je voulais passer les deux slides d'après. C'est une interprétation un peu détaillée, mais que vous pourrez lire a posteriori. Alors, autre chose importante à retenir sur ce projet, c'est la méthode qu'on a voulu reproductible. Et on a publié toute la méthode, toutes les données, tous les tableurs qui permettent de recalculer et de calculer sur de nouvelles appellations les mêmes indicateurs que nous. Un point important à retenir, c'est que comme on est obligé d'aller collecter les données, puisque, comme ça a été dit tout à l'heure, à l'échelle européenne, en fait, on est très pauvre sur ces filières-là, il y a un important contrôle qualité à avoir sur la remontée de données. Et ça, nous, la manière dont on l'a organisé, c'est la séparation des tâches entre celui qui calcule l'indicateur, qu'on appelait le coordinateur d'indicateurs, et celui qui va les collecter sur le terrain, qui s'appelle le coordinateur d'études de cas, avec de multiples interactions entre les deux pour s'assurer qu'il n'y a pas de données aberrantes, qu'on est bien d'accord sur l'interprétation, qu'on comprend pourquoi on obtient le résultat qu'on comprend, etc. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que, de toute façon, c'était dans le cahier des charges du projet, il fallait que ça dure moins de 3 personnes mois par filière. On l'a calibré comme ça, sinon les partenaires auraient râlé. Et de fait, du coup, ça a marché, ils ne sont pas trop pleins. Ils l'ont fait en 3 personnes mois. Donc, ceux que ça intéresse, tout est déposé sur datagouv.fr. On est bien sûr à disposition pour expliquer s'il y a besoin, pour ceux qui voudraient reprendre les calculateurs, recalculer les mêmes indicateurs pour d'autres filières. Et puis, il y a quelques vidéos courtes qui expliquent les grands résultats qu'on a obtenus. Alors, depuis, on ne s'est pas totalement arrêté là. Ah oui, un trade-off classique qu'on connaît bien pour le bio, mais qu'on a retrouvé pour les produits sous SICO, c'est tonnes versus hectare et le fait qu'on peut être plus performant à l'hectare, mais si on produit moins, et c'est le cas, quand on rapporte les performances au produit, ce qui est le cas, et assez logiquement le cas quand on s'adresse aux consommateurs, notamment dans le cadre d'affichage environnemental, le dénominateur pèse, et du coup, ça peut rebalancer les résultats. Donc, c'est ce qui vous est figuré sur ce graphique-là. Chaque point, c'est l'un de nos produits, donc avec des sigles pour savoir quel type d'appellation, quel type de produit. Et donc là, il y a le 0 pour la différence par hectare. Donc là, c'est l'exemple pour le carbone, mais on le retrouve pour les autres indicateurs environnementaux. Donc par hectare, ils sont tous meilleurs. Ça, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, quand on redivise par le rendement qui est plus faible, là, vous voyez qu'il y en a à peu près la moitié de ce côté, à peu près la moitié de l'autre côté, ça se rééquilibre. Et ça, c'est parce que le rendement, il est moins bon pour le bio, c'est bien connu, mais il est aussi moins élevé pour les AOP, pour les IGP aussi, dans une bien moindre mesure. Voilà, donc ça, c'est le trade-off assez classique pour les indicateurs environnementaux. Alors,
Donc, depuis, quelque chose qu'on a voulu corriger, c'est la prise en compte du stockage de carbone, qui n'est pas... Donc, vous avez vu, le message général, c'est pas de différence du point de vue du carbone entre produits sous label et produits standards. Mais ces analyses d'empreinte carbone, elles ne prennent pas en compte le stockage de carbone, que ce soit au sein de la ferme, par les haies par exemple, ou par des conversions de cultures en prairie, ou à l'extérieur de la ferme. Et du coup, il y a eu quelques papiers qui disaient, bah, attention, parce qu'à l'extérieur de la ferme, l'effet rendement dont on vient de parler, ça peut faire que si on produit moins parce qu'on produit son label, par exemple bio, eh bien, on risque, par effet de marché, de générer une surproduction ailleurs, par exemple au Brésil, et que ça fasse de la déforestation. Et du coup, ça coule l'empreinte carbone. Donc, dans une analyse qu'on a fait, nous, sur le lait bio grâce à la base de données de l'Institut de l'élevage, on a trouvé que donc, cet effet-là, il existe bien. Hein. Si on part là plutôt, pour vous expliquer le graphe dans son ensemble, donc c'est l'empreinte carbone du lait bio comparé au conventionnel. Donc, sans prendre en compte le stockage de carbone, on retombe sur le résultat classique que vous avez vu tout à l'heure, pas de différence. Quand on prend le stockage de carbone lié aux conversions culture-prairie, déjà, on obtient une légère différence en faveur du lait bio, mais non significative. Et quand on prend les pratiques, donc les haies, et notamment la plus importante dans ce cas-là, c'est la quantité de prairies temporaires dans la rotation, là, on a une différence substantielle qui est un peu compensée par l'effet de marché, mais pas complètement. Et donc, on garde une empreinte carbone du lait bio, en l'occurrence de l'ordre de 10% meilleure que le lait conventionnel. Et ce qu'on voit sur le graphique de droite, c'est la même chose pour le volet économique, c'est que ça ne se fait pas au prix d'une moindre compétitivité. Alors, à moitié, parce que le prix du lait bio est plus important, et à moitié, parce que le coût des intrants est plus faible dans le cas du lait bio. Alors, c'est des choses qu'on continue à travailler. D'une, on essaye de généraliser le papier que je vous ai montré sur le lait bio à d'autres productions et à l'échelle européenne. Et de deux, on ne fait pas que sur le carbone, et notamment grâce à l'appariement qui a été réalisé sur les données INAO-ERA par Julie, on va d'ici 2 semaines s'attaquer à l'impact biodiversité des productions sous label. Et nos collègues de Toulouse, d'ailleurs, font aussi ce genre d'études à l'échelle agrégée. Alors, volet consommateur, j'ai droit à combien de temps encore? Oh, ça va. Bon, je peux te gagner un peu de temps, d'accord. Je vais le faire. Donc, dans Strength to Food, il y avait aussi un volet consommateur. Elle est assez dominée par des approches anthropologiques et un petit peu gestionnaires. Donc, ils ont montré, ce qui est sans doute pas une surprise, qui a déjà été dit, que les consommateurs reconnaissent nettement mieux les labels nationaux que leur version européenne. Ils reconnaissent aussi nettement mieux le label bio que les labels d'indication géographique. Et que par ailleurs, l'appréciation par les consommateurs des signes de qualité est très variable. Et ils sont bien mieux reconnus dans les pays du sud de l'Europe que dans les pays du nord et de l'est. Par ailleurs, donc sur une approche anthropologique d'analyse des discours, en fait, les labels semblent quand même être derrière les circuits courts dans les motivations des consommateurs, et aussi, sans surprise, derrière le prix. Alors, je vais zoomer un peu sur un travail qu'on a réalisé, où on s'est posé la question de comment est-ce que les consommateurs consomment ces produits de qualité. Pierre a dit tout à l'heure, les économistes pensent que les consommateurs ont en général une préférence pour la diversité. Mais les sociologues, eux, ils disent que les comportements de consommation alimentaire, c'est très routinier. Donc au contraire, on aurait tendance à acheter toujours le même produit. Une fois qu'on est dans sa routine, on s'embête plus. Et nous, c'est justement ça qu'on a voulu regarder. Est-ce que les consommateurs, ils sont routiniers, ou est-ce qu'ils diversifient leurs achats quand on parle de produits de qualité? Donc, je vous ai mis là un graphe où on a essayé de classer nos consommateurs. Donc ça, c'est pour un aliment donné, la part sous signe de qualité, donc qui peut aller de 0%, on peut acheter toujours du fromage sans label, à 100% si on n'achète que du fromage sous label.
Et donc, si on a une préférence pour la diversité, on devrait s'attendre à avoir une distribution substantielle par ici, alors que si on a des comportements routiniers, ce qu'on a appelé nous réguliers, là, on devrait avoir une grosse barre ici et une barre plus ou moins grosse ici. Donc, dans l'exemple là qui vous est donné, on a plutôt des routiniers. Et alors, on a regardé ça pour un peu tous les labels en France. Et ce qu'on observe, c'est que les comportements réguliers ne s'observent que pour le bio. Pour les autres produits sous label, que ce soit les signes de qualité ou le label rouge, on a quasiment jamais, des proportions indétectables de consommateurs réguliers. Donc on a que des consommateurs qui en prennent un petit peu, mais jamais qui ne consomment que ça. Et même pour le bio, ça varie quand même pas mal entre les produits. On trouve surtout des consommateurs réguliers de bio pour les produits les plus disponibles et les plus consommés en bio assez logiquement. Chose que je vais détailler après, de manière très surprenante, c'est pas parce que un consommateur est régulier en bio pour un type de produit, mettons la carotte, qu'il est régulier en bio pour un autre type de produit, par exemple la courgette. Et on a trouvé qu'il y avait aussi une forte dépendance à la disponibilité, sans surprise, du produit. Et puis ensuite, on a regardé ça, mais là, les consommateurs réguliers en bio, qu'est-ce qui les caractérise par rapport aux autres consommateurs? C'est à peu près la même chose que ce qui caractérise les gens qui consomment plus de bio en général. Donc, plutôt des gens à revenus supérieurs, plus urbains, etc. Donc ça, c'est ce que je vous disais. C'est le nombre de produits pour lesquels un ménage est un consommateur régulier en bio. Donc bien sûr, il y a déjà 70% des consommateurs qui ne consomment aucun produit bio. Bon, donc eux, c'est vite vu, ils sont réguliers en conventionnel. Et ensuite, ce que vous voyez, c'est que ça décroît très vite. C'est-à-dire qu'il y a quand même une quinzaine de pourcents des consommateurs qui sont réguliers pour un produit, c'est-à-dire qui achètent toutes leurs carottes ou tous leurs citrons en bio. Mais est-ce qu'ils sont réguliers pour 2 produits au moins? Déjà, là, on tombe à un peu plus de 4%. Et on arrive très vite, donc pour plus de 5 produits... Ah tiens, j'ai mal lu le truc. Ah, j'ai du mal lire mon échelle, désolé. Enfin bon, le message, c'est qu'il y a beaucoup de consommateurs qui peuvent être réguliers pour un produit, mais très peu qui le sont pour plus de 5 produits. Et donc, après ça a des conséquences, je pense, à la fois économiques et aussi en termes des outils que nous, on utilise en recherche pour représenter les achats. Et du coup, c'est pas totalement à négliger parce que ces consommateurs réguliers, en tout cas pour les produits bio, ils représentent 28% du marché bio. Et comme je vous ai expliqué, en plus, c'est assez déterminé par le fait que le produit soit disponible en version bio dans l'endroit où se trouve le consommateur. Donc, au fur et à mesure que la disponibilité se développe, on pourrait s'attendre à ce que ça croisse. Voilà. Et ça frôle les 50% pour les produits qui sont les plus consommés en bio. Donc, ceux qui sont très disponibles, on a 50% de parts de marché qui sont des consommateurs qui, eux, ne consomment ce produit toujours en bio, quoi. Voilà. Donc, ça, on avait du coup travaillé un indicateur de disponibilité. Je ne vais pas vous l'expliquer, mais je trouvais ça quand même assez intéressant. Là aussi, avec un certain nombre de limites avec les données disponibles, mais dont on peut discuter plus tard. Puisqu'il doit me rester 3 minutes. Voilà. Je vais vous faire une exergue philosophique, qui est que du coup, on a beaucoup travaillé sur cette multi-performance des produits sous signe de qualité. Est-ce que ça apporte un plus environnementalement? Et au fond, moi, je me demande si le plus environnemental des produits de qualité, il n'est pas à attendre de la performance de ce produit comparé à son conventionnel sur un produit donné, mais du levier que ça met sur les régimes alimentaires. Je m'explique. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent la transition de la filière vin, qui, en l'espace de 30-40 ans, a divisé les volumes vendus par 2 sans toucher au chiffre d'affaires. C'est-à-dire que le prix a été multiplié par 2. Donc ça veut dire que les consommateurs français boivent 2 fois moins de vin qu'avant, ce qui semble plutôt meilleur pour leur santé, mais que les producteurs, en moyenne, n'ont pas perdu. En moyenne, bien sûr. Pour l'environnement, si on pouvait faire la même chose avec les produits animaux,
je pense que c'est là qu'on aurait le même levier, parce que toutes les prospectives de la durabilité de l'alimentation montrent qu'il faut absolument réduire la consommation de produits animaux pour toutes les composantes environnementales. Bien sûr, ça pose un problème d'acceptabilité pour les consommateurs et pour les producteurs. Et si les signes de qualité pouvaient faire ce levier prix et pour les producteurs et ce levier qualité pour les consommateurs, bah peut-être qu'on détiendrait là une solution. Voilà, je vous laisse sur cette grande pensée.